Grosse inquiétude en France concernant les variants brésiliens qui font des ravages, jusqu'à 4000 morts par jour au Brésil. Alors pour mieux comprendre, eh bien, on est à Rio ce soir avec vous, Bruno Meyerfeld. Bonsoir. Ou plutôt d'ailleurs, Bonsoir. bonjour, puisque je crois qu'il est midi et demi au Brésil. Depuis hier, les vols entre la France et le Brésil sont suspendus. Vous êtes correspondant pour le journal Le Monde, où vous avez suivi tout cela de très très près. Finalement, quelle a été la réaction des Brésiliens d'abord sur place ? Écoutez, il y a eu la honte, il y a eu l'inquiétude, et puis il y a eu aussi l'indifférence ou la relativisation. La honte, parce que c'est un Brésil paria, un Brésil toxique qu'on voit aujourd'hui apparaître sur la scène internationale à cause de ces variants. Ensuite, une certaine colère, colère contre le gouvernement, inquiétude également pour tous les Brésiliens qui habitent en Europe et qui utilisaient la France comme une plateforme, par exemple pour retourner au Portugal, où il y a une diaspora de Brésiliens très importante. Et une relativisation, parce que finalement, les vols directs entre la France et le Brésil, c'était une poignée de vols par semaine, 3 à 5 vols, je crois, depuis Rio, avec en général des vols à moitié ou un tiers plein. Et il y a encore la possibilité pour les Brésiliens de passer, par exemple, par Amsterdam ou par la Suisse, ou par une vingtaine de pays dans le monde qui sont toujours connectés au Brésil pour pouvoir aller en Europe. Donc, indifférence, relativisation, honte, La honte, colère c'est et quand inquiétude. même effectivement un mot très, très fort. Du côté des Français aussi, est-ce qu'il y a eu une réaction particulière ? Pas de vent de panique, je crois. Quelles ont été les réactions sur place ? Non, non, pas de vent de panique, parce que la plupart des Français qui souhaitaient retourner en France l'ont déjà fait depuis le début de l'épidémie, et que finalement, il y a une certaine colère, il y a des personnes qui ont dénoncé une mesure autoritaire, une mesure dictatoriale, une privation de liberté, mais finalement, comme je vous ai dit, il y a toujours des moyens de dribbler, comme on dit au Brésil, pour arriver à retourner en France, a priori, même si le gouvernement dit qu'il contrôlera absolument tous les vols, c'est peu probable que ce soit Mm. faisable. Et ensuite, il y a le fait que pour l'instant, cette décision ne durera que 6 jours. Donc on pense chez les Français qu'on pourra retourner assez vite en France sous certaines conditions. Donc il n'y a pas de vent de panique et il n'y a Oui. pas tant de Français que ça qui avaient absolument besoin de rentrer en France. Et pourtant, il faut bien effectivement agir et trouver des solutions. La situation sanitaire au Brésil est hors de contrôle. Ce sont les mots des experts. Un mort toutes les 3 minutes. Vous sillonnez le Brésil depuis des mois. Vous faites des reportages en permanence. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus ces derniers jours ? Écoutez, une chose qui m'a beaucoup frappé, j'étais il y a 2 semaines et demie dans un hôpital de São Paulo, un grand hôpital public de São Paulo qui n'est dédié qu'au Covid. Je suis rentré dans des salles de réanimation en soins intensifs avec des dizaines de personnes intubées et des salles entières remplies de patients qui avaient entre 30 et 40 ans. Quand vous tombez dans des salles, parce qu'on a dit que le Covid était une maladie de vieux, une maladie de personnes âgées, qui ne touchait pas les plus jeunes, clairement au Brésil, ça n'est plus le cas. La moitié des personnes aujourd'hui en réanimation au Brésil ont moins de 40 ans. Donc, c'est une maladie qui touche les jeunes et c'est ça qui m'a le plus marqué dans les dernières semaines, c'est de voir qu'en fait l'inquiétude s'était diffusée, notamment probablement à cause du variant. La deuxième chose qui m'a beaucoup, très rapidement, qui m'a beaucoup bouleversé ces derniers jours, c'est la crise économique brésilienne parce que le Covid, à cause du manque d'action du gouvernement, a des conséquences économiques désastreuses, notamment sur la faim FAIM, qui commence à revenir dans certains quartiers du Brésil. J'étais aussi à São Paulo, dans une favela où on faisait de la distribution de nourriture gratuite, de kits de paniers repas, disons, et j'ai vu des gens tomber dans les pommes, j'ai vu des gens s'évanouir de faim dans la file. Et ça, c'est quelque chose qui avait disparu du Brésil, la faim, qui avait beaucoup Allons diminué et qui justement. revient. Allons justement effectivement dans les favelas où France Télé s'est rendue pour constater la situation sur place, celle dont vous parlez et qui touche de plus en plus de jeunes. Le SAMU multiplie les interventions dans les quartiers populaires de Rio, souvent très pauvres, et la panique gagne les habitants. Vous voulez être emmené à l'hôpital? Non, alors restez calme, Rosangela. J'imagine déjà mes poumons complètement encombrés. J'ai peur d'être hospitalisée et après d'être intubée. De plus en plus de jeunes qui sont touchés, vous le disiez vous-même, plus de 50% des personnes en réanimation ont moins de 40 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû? Ça, c'est vraiment un changement du visage de l'épidémie ces dernières semaines.
On n'est pas certain. Il y a deux hypothèses. La première, c'est que comme il y a quand même une campagne de vaccination en cours et que près de 25 millions de Brésiliens ont reçu une première dose et que les personnes qui l'ont reçue en priorité étaient des personnes âgées, il n'est pas impossible de penser que du coup, il y a plus de jeunes touchés. La deuxième, par rapport aux personnes âgées, la deuxième hypothèse, c'est le variant P1 ou le P2, il y en a deux, au Brésil, qu'on dit, qui est certainement, très certainement beaucoup plus contagieux, on dit 2 fois plus contagieux, mais certainement aussi plus agressif. Il y a des études qui ont montré il y a quelques mois que ce variant pouvait porter une charge virale jusqu'à 10 fois supérieure chez les personnes qui le recevaient par rapport à la souche de base, on va dire, du Covid. Ensuite, il y a l'inquiétude sur sa résistance au vaccin. Là, il y a beaucoup moins d'études, il n'y a pas de certitude sur ce sujet-là, mais clairement, on peut attribuer le drame brésilien aujourd'hui au variant. Juste un chiffre pour rappeler, en 1 an d'épidémie en France, il y a eu 100 000 morts. 100 000 morts, c'est le nombre de personnes. Oui. Excusez-moi de vous 100 000 couper. morts, oui, 100 000 morts, c'est le nombre de Brésiliens qui doivent normalement, malheureusement, mourir du Covid au seul mois d'avril. On rappelle que c'est probablement le chiffre que pourrait atteindre la France en plus d'1 an, en effet. Vous parliez de ces variants brésiliens extrêmement retors. Les experts parlent du Brésil comme d'une gigantesque usine à variants. Et vous parlez de bombes à retardement. Oui, c'est une bombe à retardement pour le reste de la planète. On sait que dans les zones frontalières du Brésil, que ce soit en Uruguay, que ce soit au Pérou, le variant brésilien domine déjà et que le variant brésilien est présent dans des tas de pays de la planète. Je crois plus de 20 ou 30 pays de la planète ont le variant brésilien. C'est un variant très dangereux et le Brésil aujourd'hui devient, parce que la circulation du virus est trop libre dans ce pays et qu'il n'y a pas de véritable lutte contre l'épidémie coordonnée au niveau national, une menace pour le reste du monde. Quelle a été la stratégie de Jair Bolsonaro, le président du Brésil? Il a pourtant bougé un peu ces derniers temps. Est-ce qu'il y a un véritable changement de ligne ou est-ce que c'est un effet d'annonce, le port du masque, des contrats, davantage de contrats pour la vaccination? Alors, le changement de ligne n'existe pas aujourd'hui. Il y a du maquillage, il a changé de ministre de la Santé pour donner l'impression qu'il luttait véritablement contre l'épidémie, mais Bolsonaro reste sur sa ligne. Sa ligne, c'est ce virus n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est la crise économique. Ce virus n'est qu'une petite grippe. Il l'a dit au début, il le dit moi aujourd'hui. Et Bolsonaro est quelqu'un d'ouvertement hostile au vaccin, voire anti-vaccin, et qu'on peut décrire comme coronasceptique. Donc la stratégie de Bolsonaro aujourd'hui, c'est de montrer qu'il lutte contre l'épidémie, mais en même temps, il ne veut pas perdre son socle électoral, qui lui aussi est coronasceptique et anti-vaccin, et dont il a besoin pour se réélire en 2022. Donc aujourd'hui, on a des autorités locales, des gouverneurs, les maires qui mettent en place des stratégies de lutte contre le Covid, de restriction des déplacements, etc. Mais au niveau fédéral, à part la redistribution des vaccins, il n'y a pas de politique de restriction ou de liberté ou de confinement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la politique de confinement, peut-être nationale, qui serait la seule efficace aujourd'hui pour faire baisser le nombre de contaminations, n'est pas du tout à l'ordre du jour? Non, elle n'est pas à l'ordre du jour. Bolsonaro l'a répété et son ministre de la Santé aujourd'hui ne veut pas de fermeture de l'économie brésilienne. Par ailleurs, même si on avait un président parfait du Brésil qui souhaitait le mettre en place, je rappelle que l'État brésilien n'est pas du tout comparable à l'État français, qui a d'énormes lacunes dans son fonctionnement. Rio de Janeiro, par exemple, la ville où j'habite, la moitié de la ville est aux mains de trafiquants de drogue ou de milices paramilitaires. Et dans ces quartiers, le gouvernement n'entre pas. Et il n'y a jamais eu de confinement, quand bien même de restriction des commerces, quand bien même la mairie ou le gouverneur aurait pu le décréter. Donc, non seulement on a un président qui ne veut pas de confinement, mais on a un pays qui n'en est pas capable en réalité. Eh bien, merci Bruno Meyer-Feld d'avoir répondu à nos questions en direct de Rio au Brésil. Merci à vous et prenez soin de vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à la vague de gel qui a frappé les vignobles et les vergers français ces derniers jours. Probablement la plus grande catastrophe agronomique du siècle, a dit le ministre de l'Agriculture. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.